Pulchering Ballet ici a interpellé le procureur de la République sur le ministre Seredo. Vous avez écouté les propos de ce ministre et nous avons déjà fait des vidéos là-dessus. Mais personne ne se bouge et personne ne dit rien. À l'époque, quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, on savait ce que ses propos voudraient dire. D'ailleurs, il y a même une vidéo que je vous ai proposée. C'est une vidéo qui est importante, dont il faut prendre en compte. La team, commençons d'abord par écouter ces vidéos. Je vous donne mon mot de fin après. Écoutons. Réagir par rapport à la question du tribalisme. Oui. C'est grave à plusieurs égards. D'abord, ce n'est pas les plus méritants. Vous ne pouvez pas faire évoluer une société, une économie sur la base des connaissances, des frères, du paiement. Il faut des ressorts pour amener les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Absolument. Vous comprenez? Moi, quand j'étais à l'école, j'étais préoccupée par être la première. Je voulais être devant. Aujourd'hui, si vous n'avez pas payé, en étant dans le circuit, le système scolaire ivoirien, vous ne passez pas. Ou même si vous travaillez pour passer, on ne sait pas que c'est parce que vous avez travaillé. Tous les repères sont brouillés. Et lorsque vous mettez les frères et les cousins et les parents et les partisans au poste à responsabilité, qu'est-ce que ça donne? Une économie sans contrôle. Une économie où on ne rattrape pas, où on ne ramène pas à l'ordre, on ne corrige aucune irrégularité. Mais c'est les mêmes qui s'enrichissent. Il n'y a pas de correction, c'est les mêmes qui s'enrichissent. C'est les mêmes qui s'enrichissent et ça crée des déséquilibres de toutes sortes, de toute nature, qui ne sont pas d'ailleurs de nature justement à amener, à renforcer l'état du droit et l'état fort. C'est ce que je voulais dire. Ce programme qui sur le terrain s'exécute difficilement. Voilà. Il y a un réseau de journalistes dénommé le réseau des journalistes engagés contre la corruption et l'injustice, qui a adressé un courrier à la CEI pour demander des comptes sur le budget de la RLE 2021 et celle de la RLE 2023. Vous savez que la RLE est annuelle. La RLE, c'est la révision de la liste électorale. Elle est annuelle. Il se trouve qu'en 2021, il n'y en a pas eu et en 2023 également. Donc, ce réseau-là demande des comptes à la CEI sur les fonds qui avaient été prévus pour ces deux RLE. Normalement, la haute autorité pour la bonne gouvernance devait se saisir de ce genre de dossier. Mais malheureusement, nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc, c'était juste pour porter l'information à votre connaissance. La ACA, la haute autorité pour la communication audiovisuelle, a produit un communiqué le 11 février dernier, communiqué dans lequel elle décrit les comportements, et je cite, certaines émissions de débats diffusées par les médias audiovisuels. En tout cas, franchement, ce communiqué-là nous a déçus et on tenait à en parler. Parce qu'il ne faut pas se moquer des Ivoiriens. Quels sont les faits précis qui ont amené la ACA à réagir? Elle ne le dit pas dans son communiqué, ce qui n'est pas responsable. Parce qu'on ne peut pas faire une sortie dans le vide. On fait une sortie par rapport à quelque chose qui s'est passé. Les faits qui l'ont amené à faire son communiqué n'ont pas été relatés dans le communiqué. Les responsables qui sont indexés par rapport à ceux dont la ACA se plaint dans le communiqué n'ont pas été cités. Donc évidemment, c'est un communiqué qui n'a été et qui ne peut pas se conclure avec des sanctions, puisque on n'a cité personne. On n'a même pas cité l'organe de l'audiovisuel qui est visé par ce communiqué. Donc franchement, nous, on veut dire que quand on dit que nos institutions ne fonctionnent pas bien, c'est de tout ça qu'on parle. Parce que vous ne pouvez pas venir faire un communiqué dans le vide. Si vous voulez informer le public sur vos attributions, il n'y a pas de problème. Mais là, vous faites une sortie pour vous plaindre de quelque chose. La moindre des choses, c'est vraiment de préciser les faits, d'identifier les responsables et de prescrire des sanctions. Voilà. Quand l'autorité de la presse fait un communiqué là, elle cite l'organe de presse concerné et puis on sanctionne le journal pour quelques jours, pour quelques semaines. Donc franchement, ou bien vous réagissez, ou bien vous ne réagissez pas, mais ne nous servez plus ce genre de communiqué plat et vide de sens, franchement.
Donc, on continue sur ce même registre par rapport aux propos qui ont été tenus par le ministre Seredo. Et avant d'en arriver aux propos tenus par le ministre Seredo, j'aimerais préciser que nous avons le droit de nous plaindre parce que c'est l'argent du contribuable qu'on prend pour payer toutes ces institutions qui sont censées travailler pour la République. Donc, quand nous, en tant que citoyens, on constate que les gens ne font pas correctement leur travail, il est de notre droit de nous en plaindre. Voilà. Par rapport au ministre Seredo, tout le monde a vu, les vidéos ont circulé. Nous, on veut interpeller le procureur de la République. Parce que ce sont de graves propos identitaires. Et dans l'histoire de notre pays, on sait ce que ce genre de propos-là ont créé comme désastre au niveau politique et comme crise au niveau politique. Donc, il n'est pas normal que dans un contexte où nous allons à une élection très importante, des responsables de la République se permettent ce genre de propos. Et ce qui est dommage, c'est que le procureur n'a pas réagi sur cela, alors que c'est très, très grave. Et donc, nous voulons dire qu'il est le garant de l'ordre public, il doit défendre les intérêts de toutes les populations. Il n'est pas normal qu'il y ait des propos haineux, qu'il y ait des propos identitaires et qu'il soit silencieux dessus. On ne devait pas faire du 2 poids 2 mesures dans le traitement des agissements de tous les citoyens. Donc vraiment, nous on aimerait dire que on sait qu'on est en période de pré-campagne, mais ça ne doit pas être le lieu d'injure ou le lieu de ce genre de dérive. Chaque personne qui soutient un candidat doit présenter avec des arguments ce que ce candidat-là fait de bon pour convaincre les populations. Voilà, il n'est pas question qu'on continue de laisser prospérer ce genre d'agissement. Donc, on interpelle le procureur sur ce fait-là. Les raquettes, le sujet n'est pas nouveau. Le sujet n'est pas nouveau et c'est tout ça qui participe à la cherté de la vie. Mais ce qu'on voudrait dire, c'est vraiment demander au ministère de l'Intérieur de publier encore une fois. Je sais qu'il y a une année où ça a été fait. On avait publié la liste des barrages autorisés. Parce qu'aujourd'hui, là, n'importe quel policier se met en uniforme, il se place à un carrefour et puis il se met à racketter les automobilistes. Donc vraiment, on voudrait insister sur ce fait-là. On va aussi revenir sur les pièces que les Yango devraient avoir. Parce qu'eux aussi, on les fatigue sur certaines pièces. Et il y a un Yango qui m'a dit que normalement, là, eux, ils ne sont pas des véhicules à usage privé. Ils devaient donc changer leur papier. Maintenant, quels sont les délais qui ont été donnés? Comment ça devrait se passer? On va se renseigner sur ça et puis on va vous revenir. Mais vraiment, le racket fatigue les gens. Voilà. Les populations de Bois-Flé se sont plaintes de la SODECI de Bois-Flé. Ils nous ont dit que là-bas, pour placer un compteur dans un secteur, c'est tout un problème. Ils nous ont dit que les gens ne payent pas les mêmes sommes. Et il y a des gens qui demandent un compteur à une période donnée, on les fait payer, on n'envoie pas le compteur. Et ceux qui ont demandé après sont servis avant d'autres. Comment dans le même secteur, certains peuvent être raccordés, d'autres non. Franchement, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et comme nous sommes en saison sèche et que l'eau est rare, vraiment, il y a des zones où les gens se plaignent de ce fait-là, que leurs compteurs ne sont pas posés, alors que dans le même secteur, on pose des compteurs. Il y a celui qui s'est plaint à nous, par exemple, payer depuis le mois de novembre 2024 pour avoir son compteur, et jusqu'en février, il n'a pas son compteur, alors qu'on place le compteur d'autres personnes dans le même secteur. L'autre chose dont les gens se sont plaints, c'est le débit de l'eau du château. Ils disent que les tuyaux qui sont utilisés ne supportent pas le débit de l'eau. Donc, ça crée aussi beaucoup de désagréments parce que la pression de l'eau fait qu'il y a des tuyaux qui cèdent, il y a des robinets même qui ne supportent pas et ça crée vraiment beaucoup de problèmes. Donc, on veut interpeller les responsables de la SODECI de Bois-Flé de traiter de façon équitable tous les citoyens, de ne pas aussi faire de la surenchère parce qu'il y a des choses que les agents font sur le terrain, les patrons ne sont pas au courant. Voilà, qui fatigue aussi les populations.
Donc vraiment, on voudrait parler de ça. En matière de sécurité et de crimes rituels, nous sommes en Afrique, on est arrivé encore en période électorale, il y a beaucoup de choses qu'on entend. Et ça, c'est vraiment inquiétant. La semaine surpassée, dans un hôtel de Yopougon, il y a un jeune qui a essayé d'égorger sa copine. Dieu merci, il n'a pas réussi. Il a été même appréhendé cette semaine. Là encore, le mardi 11 février à Boisseau, il y a un jeune du nom de Agoussou Emmanuel qui a été découvert sans vie et mutilé. Voilà. On a enlevé son sexe, sa langue, voilà. Donc, ça commence à être récurrent et donc il faut qu'on appelle les populations à la vigilance. Je sais que récemment, le ministère de l'Intérieur a mis un plan d'alerte contre les enlèvements, mais il faut encore plus de vigilance au niveau des populations parce que les crimes qui nous reviennent sont vraiment assez inquiétants. Hier, la toile a été mise en émoi par un petit de 12 ans qui a essayé d'assassiner une femme enceinte. Et il dit qu'il a été envoyé par quelqu'un. J'espère que la police fera son travail pour qu'on sache qui est cette personne qui a utilisé cet enfant. C'est très important. Le coupable, ce n'est pas l'enfant véritablement, puisque l'enfant a été envoyé. Le plus grand coupable, c'est celui qui l'a envoyé. Heureusement, la femme n'est pas morte, c'est tant mieux, mais il faut que vraiment la lumière soit faite sur ce crime-là pour que cela serve aussi de leçon à tous ceux qui voudraient s'y adonner. Donc vraiment, on veut encourager les autorités policières à être encore plus dynamiques. Voilà. Il y a une montée de litiges fonciers dans le pays. J'en parlais la dernière fois, mais nous pensons que quand c'est comme ça, là, normalement, on devrait suspendre toutes les attributions de ACD pour faire un audit sur la question. Parce que le ministère est mis en cause, les chefferies villageoises ne maîtrisent même plus les guides. Parce que normalement, les guides, là, il y a une copie au village, une copie au ministère. Mais les informations dans les deux guides devraient être identiques. Ce n'est pas normal qu'un nom soit au ministère et qu'il ne soit pas dans le guide du village. Parce que la procédure même commence au village. La procédure commence au village. C'est quand le village t'a donné l'attestation que maintenant tu suis la procédure pour arriver au ministère, pour que ton nom soit dans le guide du ministère. Donc, ce n'est pas normal qu'il y ait des noms dans le guide du ministère qui ne soient pas dans le guide des villages. Donc, ça, là, vraiment, c'est une affaire très honteuse qui monte, qui monte, qui monte. Il y a beaucoup de cas. Il y a 1001 cas parce que depuis que les dénonciations ont commencé, les gens sont encouragés à partager leurs problèmes. Donc vraiment, il faut que le ministère en charge de la construction prenne ce problème-là à bras le corps parce qu'il y va de leur réputation et de leur image. Voilà. On ne va pas être long aujourd'hui. On va aller directement à notre rubrique « Élections, parlons-en ». Nous sommes aujourd'hui au 6e numéro de cette rubrique « Élections, parlons-en » où tous les mardis, on vous a dit qu'on allait attirer votre attention sur un problème précis qui concerne les élections. Aujourd'hui, nous allons parler des dangers qui menacent l'élection présidentielle de 2025. Vous le savez certainement, mais la répétition étant pédagogique, il est important que nous revenions sur certains points qui font partie du contexte de ces élections, qui méritent d'être su et qui méritent d'être adressés, qui méritent d'être résolus. Donc, le premier problème dont nous allons parler dans ce contexte électoral, excusez-moi, le premier problème dont nous allons parler dans ce contexte électoral, c'est l'ordonnance. Vous savez que depuis le 12 juin 2024, il y a une ordonnance qui a été prise pour organiser la société civile. Jusqu'à présent, la société civile était régie par une loi de 1960 qui était en cours d'actualisation et les travaux étaient très avancés quand depuis 2019, quand à partir de 2021, septembre 2021, il y a eu le dernier atelier, on n'a plus de suite et à notre grande surprise, il y a une ordonnance qui a été prise. On a beaucoup parlé de ça, mais on va vous résumer la situation. La situation est que quand cette ordonnance est sortie le 12
juin 2024, nous avons été surpris pour plusieurs raisons. La première raison, c'est dans la forme. Dans la forme, la société civile a droit à une loi, et même une loi organique, puisque nous faisons partie des systèmes qui sont cités dans la Constitution. Et l'article 101 de la Constitution dit que tous les systèmes et structures qui sont cités dans la Constitution peuvent faire l'objet d'une loi organique. Malgré ça, on s'est contenté d'une loi ordinaire. Et c'est l'actualisation de cette loi ordinaire-là qui était en cours quand subitement on vient prendre une ordonnance. Ce qu'il faut savoir, pour que le chef de l'État prenne une ordonnance, normalement, il doit s'adosser sur une loi d'habilitation. Il n'a jamais eu une loi d'habilitation qui lui permet d'intervenir dans le domaine des droits et des libertés. C'est malgré cela qu'il a pris cette ordonnance. Donc, c'est le premier problème. Dans la forme, on ne devrait pas prendre une ordonnance. Le second problème, c'est que la société civile n'a pas été associée à l'élaboration de cette ordonnance. Il y a une partie de la société civile qui a été associée, donc qui défend cette ordonnance, et il y a une autre partie qui n'a pas été associée. Alors que pour la loi qui était en cours d'élaboration, on avait tous été associés. Donc pourquoi cette discrimination? Ça, c'est un autre problème. Donc, on est en train de prendre une loi pour une corporation sans associer les acteurs de cette corporation-là à la loi. Ça, c'est un. La troisième chose, c'est que dans le contenu de cette ordonnance, il y a beaucoup d'atteintes aux libertés. Ça veut dire que si cette ordonnance est ratifiée, il y a beaucoup de restrictions que vous allez observer dans les activités de la société civile qui pourtant devaient être libres de mener ces activités dans le respect des lois, bien sûr. Mais cette ordonnance restreint les libertés de la société civile. Par exemple, dans l'article 1, où il y a les définitions, on vous dit par exemple que les organisations de la société civile ne doivent avoir aucun lien avec les partis ou groupements politiques. Vous voyez? Mais on ne vous explique pas ce qu'on met dans le lien. Et quand une loi n'est pas précise, elle est forcément mauvaise. Parce que l'interprétation de ce lien-là va forcément créer des problèmes. Est-ce que moi, en tant que membre de la société civile, je n'ai pas le droit d'avoir un mari, un frère ou un ami qui est politique? Parce qu'on dit lien haut. C'est quoi le lien? Est-ce qu'on ne doit pas parler avec les politiques? Là aussi, il y a un problème parce que nous sommes tous des acteurs de l'espace démocratique. C'est tout à fait normal que nous puissions nous parler. La preuve, tous ceux qui soutiennent cette ordonnance travaillent étroitement avec le pouvoir en place. Est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème parce que tous les partis et tous les pouvoirs ont le droit de travailler avec la société civile. Mais dans cette ordonnance, on interdit tout lien, sans définir le lien. Dans cette même ordonnance, en l'article 22, on peut dissoudre n'importe quelle organisation de la société civile. C'est comme ça qu'on a dissous la FESI et toutes les organisations universitaires. 14 organisations du milieu universitaire. Donc vous voyez déjà que cette ordonnance, avant même d'être ratifiée pour devenir une loi, est déjà utilisée contre certaines organisations de la société civile et contre le libre exercice, le plein exercice de nos libertés. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans cette ordonnance qui ne vont pas. Et on a écrit pour dire qu'on n'était pas d'accord, on ne nous a pas écoutés. C'est malgré le fait que nous ne sommes pas d'accord qu'un atelier a été organisé à Bassam, soit dit-on, pour s'approprier l'ordonnance et même ses textes d'application. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de coopération entre le pouvoir public et les ONG qui ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que la moindre des choses, c'était au moins de prêter une oreille attentive à ce que nous reprochons à cette ordonnance et voir ce qui peut être pris en compte, ce qui ne peut ne pas être pris en compte. Mais malheureusement, les gens avancent dans leur projet de faire de cette ordonnance une loi et une loi qui sera liberticide. Et aujourd'hui où nous vous parlons, cette ordonnance est sur la table des députés. Elle sera discutée le 10 mars 2025 pour être ratifiée. Donc si elle est ratifiée, elle deviendra une loi.
Et il faut dire que cette ordonnance ne concerne pas que seulement les organisations de la société civile. Elle concerne aussi les fondations et les organisations cultuelles. Mais jusqu'à présent, il n'y a que la société civile qui a réagi aux biais qui sont contenus dans cette ordonnance pour dire qu'il n'y a même pas de solidarité autour des revendications qui nous concernent tous. Vous voyez? Donc, pendant que nous, on dit que ce n'est pas bon, il y a des organisations qui disent que c'est bon, en oubliant que si aujourd'hui, elles ont des accointances avec le pouvoir, demain, ça peut se retourner contre elles. Elles oublient cela. Les organisations culturelles n'ont pas encore réagi, encore moins les fondations, mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dedans. Même dans les définitions, on vous dit qu'une ONG, c'est une association qui est représentée dans au moins 2 pays. Ça veut dire que si tu te prétends être ONG, que tu n'as pas une représentation dans un autre pays, tu n'es pas une ONG. Tu es simplement une association. Tout ça, c'est des choses qui sont discutables. Dans tous les cas, le pouvoir, il est le plus fort, il fait ce qu'il veut, mais il est de notre devoir d'interpeller tout le monde sur ce qui ne va pas. Donc, on a fait un communiqué de presse avant-hier pour demander aux députés de ne pas ratifier cette ordonnance, tout en sachant que le RHDP est majoritaire à l'Assemblée nationale. Dans tous les cas, chacun prend ses responsabilités, c'est l'histoire qui va nous juger par après. L'autre point que nous voulons aborder, c'est la CEI. La CEI. Tout le monde se plaint de la CEI, de ce qu'elle fait et tout. Mais il y a des problèmes sur lesquels on doit insister. Nous, on a écrit à la CEI, en tant qu'observateur de la RLE, on est allé lui remettre notre rapport, mais dans les échanges avec la CEI, il est ressorti que ce n'est pas évident que cette année 2025-là, une autre mise à jour de la cartographie soit faite, une autre RLE soit faite avant octobre 2025, encore moins un audit de la liste électorale. Mais qu'est-ce que nous voulons relever sur ce point? Ce que nous voulons relever, c'est que il faut qu'on réalise qu'on n'est pas dans un jeu. Jusqu'à présent, les crises les plus graves que nous avons vécues sont électorales. Ça veut dire que tout ce qui touche aux questions électorales là, doit être pris au sérieux. Donc, comment se fait-il qu'on se plaigne de la CEI tout en étant membre de la CEI? On a déjà parlé de ça. On revient encore dessus. Parce que toutes les décisions que la CEI prend là, ça part de la commission centrale où l'opposition est représentée. Donc, toutes les décisions que la CEI prend là, l'opposition est comptable de ces décisions-là parce qu'elle est membre de la commission centrale de la CEI. On dit l'opposition parce que c'est les représentants de l'opposition. Évidemment, toute l'opposition n'est pas là-bas, mais quand des partis comme le PPACI, le PDCI, le FPI sont là-bas, ils sont représentatifs de toute l'opposition. Donc vraiment, on veut insister sur le fait que un des dangers qui menace l'élection présidentielle de 2025, c'est le manque de cohérence dans certaines prises de position aussi de l'opposition. Vous ne pouvez pas contester la CEI tout en étant membre de la CEI. On vous l'a toujours dit, sortez de la CEI et vous allez critiquer la CEI. Ça là, c'est une question de bon sens, c'est une question de logique. L'autre point que nous voulons aborder, c'est le fait que les autorités nous disent que les institutions fonctionnent, mais toutes les institutions ne font pas leur travail. Aujourd'hui, on demande le dialogue politique qui ne semble même pas pointer à l'horizon. Mais il y a une institution qu'on appelle le médiateur de la République. Dans l'article 165 de la Constitution, c'est écrit clairement que cette institution-là est l'intercesseur gracieux entre l'administration et ses administrés. Donc ça veut dire que quand le pouvoir en place ne manifeste pas de volonté d'organiser le dialogue politique,
et que la société civile responsable et l'opposition demandent ce dialogue politique, au nom de la paix, le médiateur de la République devait s'auto-saisir de cette question-là pour pouvoir faire de la médiation entre toutes ces parties-là et créer le cadre d'une discussion, d'un dialogue politique inclusif. En tout cas, à ma connaissance, quand vous écrivez au médiateur de la République, le secrétaire général vous reçoit, ou du moins la secrétaire générale, et puis après, plus de suite. En tout cas, on veut interpeller le médiateur de la République pour qu'il prenne ses responsabilités dans cette question de dialogue politique pendant qu'il est encore temps. L'autre problème que nous voulons relever par rapport au contexte des élections qui constituent un danger, ce sont les arrestations arbitraires. Le jeudi 13, tout près là, il y a des docteurs, 2 représentants des docteurs en attente de recrutement. Ils ont créé une fédération qui s'appelle la Fédération du collectif des docteurs en attente de recrutement. Ils avaient décidé de faire une grève de la faim. Et cette grève de la faim là, ils voulaient la faire au plateau. Donc ils ont écrit à la cathédrale et ils ont écrit aussi au COSIM par rapport à la mosquée du plateau. Et on les a reçus. On les a reçus, le cardinal les a fait recevoir par son vicaire. Mais comment se fait-il que eux, qui n'ont pas encore écrit à la police pour parler de leur grève de la faim, ils sont chez le vicaire et puis la police s'en va les trouver là-bas? Le vicaire a obtenu de ces jeunes gens de suspendre leur projet de grève de la faim pour qu'ils puissent faire une médiation pour voir comment on peut régler le problème. Et la police arrive dans le bureau du vicaire, la police peut arrêter interpeller les 2 jeunes gens là. Évidemment, le vicaire s'est opposé. Et la police se retire, il reste dans la cour, il reste aux alentours de la cathédrale. Quand les jeunes gens sortent, on les interpelle quand même. On les envoie à la préfecture de police. On dit qu'ils ont fait trouble à l'ordre public. Leur trouble à l'ordre public qu'ils n'ont jamais défini aux gens, qu'ils utilisent abusivement contre les gens là. Comment des gens qui ont pris la décision de faire une grève de la faim, qui ne sont même pas au stade d'écrire à la police, peuvent être interpellés? Qui parmi eux a informé la police? Puisque eux, ils n'ont pas écrit à la police. Ça veut dire qu'en leur sein, il y a une taupe qui donne des informations à la police. Maintenant, ils disent qu'ils suspendent parce qu'il y aura une médiation. Donc là, quelle est l'utilité de les arrêter dans ces conditions-là? Et de quoi on les accuse précisément? Les troubles à l'ordre public, là, c'est vague. Ils ont fait quoi précisément pour troubler l'ordre public, pour qu'on puisse les interpeller? Finalement, on les a relâchés, mais on aurait pu les garder parce que dans ce pays-là, c'est pas ça, les gens n'ont jamais fait. Donc tout ça là, ça menace la paix, ça menace le contexte pour qu'on ait des élections apaisées. Donc, on va s'arrêter sur ces points-là pour vraiment demander à tous les citoyens de prier pour notre pays. Prier pour que nos autorités aient de la sagesse. Prier pour que l'opposition ait de la sagesse. Prier pour que chacun de nous ait de la sagesse afin que personne ne soit celui qui va être la source par laquelle les problèmes vont revenir encore dans les élections en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, on vous donne rendez-vous pour le prochain numéro, le mardi prochain. Que Dieu garde notre pays. Vous venez donc d'écouter ici les 2 vidéos. La première, une vidéo sur la RTI, à l'époque du président Laurent Gbagbo. Et à l'époque, l'explication du tribalisme était considérée comme une anomalie du système politique qui se manifestait à la marge et qui devait alors être dénoncée. Il fallait sortir le verre du fruit. Mais depuis qu'ils sont au pouvoir, cette dame et son parti ont affirmé clairement que leur idéologie politique officielle de gouvernement était le tribalisme, qu'ils ont présenté sous l'appellation publique du rattrapage ethnique. L'État est leur propriété et ils n'ont aucun complexe à en faire officiellement une affaire de leur ethnie et région. Le fruit est désormais dans le verre. Dans le fruit le verre qu'il fallait retirer dans le fruit hier, aujourd'hui, ça a totalement changé de camp. Dans la team, vous venez d'écouter.
Et donc, quand vous écoutez cette vidéo, vous écoutez tout de suite les propos de Pulchering Ballet, vous comprenez directement que, bah oui, nous sommes à deux époques bien différentes. Ou alors, c'est ce que le RHDP veut nous faire croire. J'ai envie de dire qu'il faut simplement monter à 15 ans plus tôt pour comprendre ce que nous sommes en train de vous expliquer. Parce que peut-être les jeunes générations souvent ne comprennent pas. Quand on dit que ceux qui sont venus au pouvoir sont venus là par les armes. Et par des problèmes fallacieux, organisés de toutes pièces. Parce que là, au temps du président Laurent Gbagbo, il n'y avait pas de tribalisme. Il y a une situation qui a été créée bien avant que le président Gbagbo arrive au pouvoir. Et elle a été utilisée contre lui. Il a même fait des erreurs. Parce qu'il a laissé des légèretés. Il a laissé des faveurs. Il a permis à certains d'être candidats. Sinon, la Côte d'Ivoire n'aurait jamais vécu aussi une triste histoire. Mais c'était ça la preuve de la démocratie. L'homme qui a plaidé pour le multipartisme, qui a poussé les jeunes dehors pour manifester contre le régime de Félix Houphouët-Boigny, ne pouvait pas être celui qui empêche les gens d'être candidats. Non, 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 non. Ça devait être contre sa propre nature. Il est venu au pouvoir en tant que libre, en tant qu'homme libre, en tant que le père de la démocratie, en tant que le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas le père du multipartisme et de la démocratie qui devait être en train d'interdire une personne. Même s'il a trouvé que Robert Guy l'avait déjà fait, que Bédier l'avait déjà fait, que tout le monde l'avait déjà fait, lui, Bagbo a dit, moi, je ne le ferai pas. C'était la preuve de la démocratie. Et pourtant, ce monsieur utilisait le tribalisme pour se faire candidat, pour gagner les élections, même s'il les a perdus malgré cela. Et il a utilisé quand même du tribalisme pour se maintenir là et pour imposer à la communauté internationale de venir l'imposer au peuple Côte d'Ivoire. Voyez-vous, aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir prennent donc le tribalisme comme le fer de la nation, la République. Ils viennent gouverner avec ça. Et ils vous prouvent de A plus B que le rattrapage ethnique n'a plus de limite en Côte d'Ivoire. Il faut le dénoncer de manière vigoureuse. Il faut dénoncer ça avec la plus haute et plus forte énergie, car c'est quelque chose dont nous ne pouvons pas accepter dans notre monde aujourd'hui. Là, si vous avez écouté ces deux vidéos, dites-moi ce que vous pensez, je vais voir pour une autre.